On vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ce soir, on voulait vous proposer une formation sur les violences sexistes et sociales, comment en finir avec le système capitaliste et patriarcal, puisque nous sommes dans la semaine du 8 mars, donc journée internationale pour le droit des femmes. Et donc du coup, on trouvait important d'échanger et de se former sur ces questions-là. Et sans plus tarder, je vais tout de suite laisser la parole à Armelle qui va introduire cette formation. Alors, bonsoir toutes et tous. Je ne sais pas si ça répondra totalement aux attentes affichées par l'intitulé, parce que bien sûr, ça ne dépend pas que de moi. Mais en tout cas, j'ai essayé de penser cette discussion ce soir avec l'idée que ce qu'on s'apprête à célébrer le 8 mars et qu'on fait chaque 8 mars depuis des décennies, il tire son essence des combats de la classe ouvrière, il tire son essence des combats des femmes, et que ça, c'est un indicateur sur comment aujourd'hui on doit militer, comment aujourd'hui on doit affronter les débats qui se posent à notre camp social, qui se posent aux ouvriers, aux ouvrières, à la jeunesse, à l'aune évidemment des différentes expériences qui ne sont pas forcément celles qu'on choisit, mais qui nous imposent quand même de nous y intégrer. Donc, je vais d'abord commencer par revenir sur le 8 mars. D'abord, est-ce qu'il est toujours d'actualité, ce 8 mars ? À quoi il répond ? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Parce que à la base de cette journée, il y a les injustices et les inégalités. Bon voilà, on constatera assez vite que ce qui était exprimé à l'époque, il y a plus de 100 ans, s'exprime toujours. Et c'est d'ailleurs un indicateur de voir que ce qui s'exprime un peu de manière tripale, c'est quasiment sur les mêmes choses. Alors en fait, sur ce 8 mars, on a beau chercher dans tous les coins, il n'y a pas un événement fondateur, mais plusieurs éléments qui vont amener à déduire que les femmes, les ouvrières, avaient quand même sacrément le droit d'avoir une journée, parce que malheureusement, le sort qui leur était réservé était quand même largement mis sous le boisseau quasiment tout le reste du temps, et que pour se faire jour, elles vont devoir le faire elles-mêmes. Alors il n'y a pas d'éléments fondateurs, mais il y en a plusieurs qui ont pour point commun quand même de trouver toutes leurs racines dans les combats ouvriers du début du XXe siècle, et d'avoir été des luttes de femmes pensées comme telles, et avec dans l'idée déjà qu'il fallait une journée pour mettre sur le devant de la scène les inégalités et leur combat pour la justice. Mais derrière la mise en lumière de ces journées, de ces luttes, de leur portée politique, il y a, et c'est quand même fondamental, des militantes et des militants révolutionnaires, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg et Lénine, pour ne citer qu'eux. Alors j'ai pris quand même quelques éléments de ces journées de grève portées par des femmes ouvrières. D'abord parce qu'on ne les voit pas souvent. Je ne parle même pas des manuels d'histoire, hein, ça c'est quand même évident vu l'état de l'école. Mais d'une manière générale, elles ne sont quand même pas mises souvent en avant, et pourtant elles sont des éléments tout à fait fondateurs. D'abord le 3 mai 1908 à Chicago. Alors c'est pas une grève, c'est la première journée des femmes qui est organisée en présence de 1500 femmes, et on est en plein dans le débat sur le droit de vote des femmes. Et donc ce qui est mis en avant, ce sont les revendications pour l'égalité économique et politique des femmes, lors d'une journée dédiée exclusivement, c'est écrit, à la cause des travailleuses. Donc tout ça, on le sait, en fait on le sait davantage des archives des journaux. Là en l'occurrence c'est le Socialist Woman. Et durant cette journée ont été dénoncées l'exploitation et l'oppression des femmes, et défendu évidemment le vote des femmes qui occupe quand même largement les esprits à ce moment-là. En 1909, l'organisation de cette journée, c'est une activité officielle du Parti socialiste américain qui est organisée par le Comité national des femmes, et c'est par le matériel publicitaire davantage que par d'autres écrits qu'on a le retour de cette journée. Et elles appellent donc à célébrer le 28 février une nouvelle rencontre. Alors le 28 février 1909 à New York, deuxième date, les femmes socialistes organisent des manifestations, des meetings à travers tout le pays
pour exiger les droits politiques pour les ouvrières. Cette première journée, c'est un succès qui se pose dans un cadre où, aux États-Unis, mais comme dans tous les pays industrialisés, donc particulièrement en Europe, les journées sont extrêmement longues, les salaires sont misérables et les conditions de travail ont poussé les travailleuses dans la rue. Lors de cette journée, l'industrie textile, où les femmes et les migrants sont majoritaires, est confrontée à de nombreuses grèves, dont 20 000 personnes qui vont cesser le travail pendant 4 mois, et initier des débats de rue qui seront violemment réprimés par la police. Alors en 1910, donc quand même plusieurs mois après, nouvelle journée donc, de commémoration, nouvelle journée des femmes à New York, qui rapporte donc avec cette fois-ci 3000 femmes, c'est-à-dire 2 fois plus que l'année précédente. Et cette fois-ci vont s'inviter dans cette journée justement les grévistes, les grévistes des industries textiles. Et donc on a quelque chose qui commence à ressembler, parce que ces journées organisées, elles touchent quand même, elles sont très focalisées autour de la question du droit de vote. Et donc elles s'adressent, elles concernent en tout cas, et elles sont animées non pas par des femmes de la classe ouvrière, ou bien de manière très minoritaire. Et là, pour la première fois, il va y avoir une rencontre entre ces préoccupations de militantes qui se revendiquent du socialisme et des ouvrières qui ont fait 4 mois de grève. Se dessine petit à petit l'idée d'une journée. On est encore très loin du 8 mars, mais se dessine petit à petit l'idée d'une journée internationale pour les droits des femmes. Alors, elle va prendre la véritable tournure internationale en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, où Clara Zetkin, militante du Parti social-démocrate allemand, propose une journée internationale des femmes. Elle dit que la Women's Day, d'ailleurs, c'est-à-dire ce débat dès le début, l'essentialisation avec la femme ou bien les femmes, deviennent, dit-elle, une journée spéciale, une célébration annuelle des femmes, à l'instar des camarades nord-américaines. Aucune date précise ne sera donnée à ce moment-là. L'idée est adoptée à l'unanimité des 17 pays représentés à ce moment-là. Et le principe consiste à mobiliser les femmes en accord, dit-elle, avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat doté de la conscience de classe. Pourquoi je précise ça ? Parce qu'on est évidemment dans ce tout début du XXe siècle, tout le XIXe siècle est passé par là, avec le développement des idées socialistes, mais aussi avec les débats qui s'ensuivent. Et Clara Zetkin est très claire sur la question de la délimitation de classe, de la délimitation de classe dans les moyens que l'on va se donner, pas tant à qui on va s'adresser, mais dans les moyens que l'on va se donner pour lutter, et dans la classe sociale qui seule pourra renverser un peu la table pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Et c'est vrai que c'est un élément, pas fondateur, ce serait beaucoup de le dire, mais elle va quand même assumer un débat à ce moment-là et dans cette période où ce qui est vraiment sur le devant de la table dans les débats féministes, c'est la question du droit de vote, qu'elle n'oppose d'ailleurs absolument pas, puisqu'elle dit « La revendication centrale est le droit de vote pour les femmes, mais je l'interprète de telle manière que le droit de vote pour les femmes unira notre force dans la lutte pour le socialisme. » Donc, elle ne s'oppose pas à cette lutte qui est menée et qui est essentielle à ce moment-là, mais par contre, elle commence à tenter de lui donner un contenu de classe. Donc, c'est la première fois que l'idée d'une internationalisation d'une journée des femmes, des luttes, des combats pour les droits et la justice pour les femmes est évoquée. Il faudra attendre quand même plus de 10 ans pour qu'elle soit officiellement posée. Et dans ces 10 ans vont continuer à se dérouler des grèves, toujours des grosses grèves quand même aux États-Unis qui vont être un marqueur un peu à ce moment-là, dont la grève du pain et des roses dans l'usine textile, toujours textile, mais de Lawrence, cette fois-ci dans le Massachusetts, où quand même c'est intéressant de le noter, les ouvrières ont obtenu la diminution du temps de travail, donc elles obtiennent cette revendication,
elles reprennent le boulot, elles arrivent au moment de la paye et la paye a diminué en conséquence. Et donc, elles vont réenclencher une grève pour dire diminution du temps de travail sans diminution des salaires. Et on est en 1912. Donc, c'est quand même intéressant de voir où aujourd'hui on puise aussi des éléments revendicatifs et pourquoi ils nous lient aussi à ces combats historiques de notre classe sociale. Le patronat va céder. Elles vont avoir une énorme solidarité populaire va s'exprimer autour de cette date, notamment parce qu'elles vont envoyer des centaines d'enfants de grévistes dont elles ne peuvent pas s'occuper à ce moment-là vers d'autres villes pour qu'ils soient nourris par des familles de sympathisants. Et donc elles vont avoir les mains libres entièrement pour la grève, c'est-à-dire les mains libres du travail et les mains libres aussi des tâches domestiques. Et à partir de là, elles vont être une puissance très importante, au point que le patronat va céder. Elle est parfois caractérisée comme étant la première grève des femmes. Alors, comment se fait la bascule sur le 8 mars ? Elle se fait en 2 temps. La bascule de 1917, évidemment, donc le 23 février 17, le 8 mars en Russie, des mobilisations de femmes qui descendent dans les rues à Pétrograd. Il s'agit de manifestations pour le pain, toujours, et contre la guerre et les pénuries alimentaires. Au même moment, des travailleuses du textile se mettent également en grève et elles sont rejointes par 150 000 ouvriers. La grève devient générale, je vous fais évidemment à la serpe, et réprimée. Et les soldats et les ouvriers se procurent des armes et occupent la ville. 4 jours plus tard, le tsar abdique et c'est le début de la révolution russe qui va évidemment profondément marquer les dirigeantes, bien sûr, mais aussi les dirigeants de la révolution russe. Alexandra Kollontai dira, donc, qui est dirigeante socialiste féministe de la révolution à ce moment-là, écrit là-dessus, elle dit « La journée des femmes, le 8 mars 1917, a été une date mémorable dans l'histoire. La révolution de février a commencé ce jour-là. » Et Léon Trotsky dit également « On ne pouvait imaginer que la journée des femmes puisse inaugurer la révolution. Des actions révolutionnaires étaient planifiées sans date prévue, mais le matin, les ouvriers du textile ont quitté le travail de plusieurs usines et ont envoyé des délégués demander le soutien de la grève, qui devient une grève de masse. Elles descendent toutes dans la rue. Le nombre de grévistes était d'environ 90 000, principalement des femmes. » Donc, cette journée internationale de lutte des femmes, elle est le résultat, son existence est le résultat de l'action internationale des socialistes pour tenter d'articuler les combats qu'eux-mêmes et elles-mêmes n'ont pas forcément toutes et tous menés, mais ont soutenu et surtout ont mis en lumière la portée politique à ce moment-là. C'est en 1921, donc à la Conférence internationale des femmes communistes, qu'une camarade bulgare dit qu'il faut se souvenir de cette journée du 8 mars et en faire la journée internationale des femmes. Et proposition que Lénine approuvera et pour laquelle il instaura donc une journée internationale des femmes en souvenir, dit-il, des ouvrières qui se sont mobilisées pour entraîner les masses dans la politique. Il faut y entraîner les femmes, car sous le régime capitaliste, la moitié du genre humain est doublement opprimée. Donc c'est en 1922 qu'elle va devenir une journée internationale dans le monde entier. Et c'est ça que l'on s'apprête à célébrer dans le contexte qui est le nôtre, évidemment samedi, et qui, enfin je veux dire, ça fait pas trop mal quand même de se rappeler aussi d'où viennent des dates que l'on commémore encore aujourd'hui et pour lesquelles on fait parfois prendre un peu d'autres couleurs et d'autres initiatives beaucoup moins combatives. Juste en reprenant ce que je disais un peu le début, à la base du 8 mars, il y a les injustices, les inégalités, et je le disais aussi, c'est pas totalement un hasard que les premiers marqueurs d'injustice et d'inégalité, et en tout cas vécus comme tels, aujourd'hui encore, soient toujours les salaires et les statuts et les contrats de travail, puisque donc ça, les chiffres ils sont souvent donnés.
sur les salaires moyens des femmes qui est inférieur en France. Donc là, en plus, il y a des rapports qui viennent de paraître qui sont tout à fait récents. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces chiffres-là, mais en tout cas, indiquer que, bien sûr, à travail égal, le salaire n'est pas égal. Les femmes pâtissent, entre guillemets, parce que c'est presque malheureux d'en arriver là, du fait qu'elles prolongent davantage leurs études, donc elles rentrent plus tard sur le marché du travail. Et puis, bien sûr, ça c'est sans équivoque, les grossesses aussi les entraînent dans des arrêts de travail et des coupes franches un peu, dont on voit à la fin, et ça, la grève de 2023 n'est pas si loin, les conséquences que ça a aussi sur leur fin de l'activité salariée. Une chose quand même, par rapport à la grossesse, chez les femmes sans enfants gagnent en moyenne 13,8% de moins que les hommes. Celles avec 3 enfants ou plus, 40,9% de moins. Donc je vais dire l'écart. Et donc là, on parle d'un écart de salaire entre les femmes qui elles-mêmes déjà gagnent moins que les hommes à salaire égal et sur un même poste. Donc je veux dire, on arrive quand même à des... vous voyez, si on reprend il y a 100 ans, les premiers éléments qui vont faire se mobiliser les femmes, on est quand même toujours dans ce cadre-là, pas en le voyant comme si, alors dis donc, ça fait 100 ans puis on n'a toujours pas avancé d'un pas. Non, pas du tout. Mais parce que pour bien voir à quel point cette lutte que l'on mène, la lutte de notre classe contre le patronat, elle n'est pas linéaire, on ne gagne pas une fois et pour toujours, tant qu'évidemment on vit sous ce système capitaliste. Alors une fois que ce petit retour est fait, évidemment on s'interroge, mais d'où ça vient ça ? Pourquoi sommes-nous, nous les femmes, les mineurs de la société, toujours reléguées à certaines tâches ? Est-ce que cette idée un petit peu de la nature qui nous aurait faite comme ça a été utilisée à ses fins ? Et donc juste un petit retour là-dessus, sur patriarcat et capitalisme. D'abord parce que, comme pour le reste, c'est un débat très 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 actuel, mais où il faut quand même comprendre que l'un déroule le tapis rouge à l'autre, et que le patriarcat a posé des jalons que saura réutiliser le capitalisme pour asseoir son système, le rendre performant, mais aussi le rendre flexible. Et donc comprendre qu'on n'abat pas l'un sans abattre l'autre, et que tout débat qui tente à les diviser ou à les segmenter est aussi une discussion qui veut s'éloigner du rapport de classe que l'on a avec le mouvement féministe et ses revendications. Il se renforce évidemment conjointement, et il renforce l'oppression des femmes. Alors quand on utilise le mot patriarcat, il s'agit tout basiquement, façon de parler, d'un système de domination qui renvoie à l'origine au rôle dominant du mâle adulte hétérosexuel dans la famille traditionnelle, qui exerce le contrôle sur les corps et les vies de tous et toutes les autres membres de la famille, et en dispose en même temps qu'il garantit un peu ses vies et ses corps. Mais quand on parle de société patriarcale, du système patriarcal ou du patriarcat tout court, on va bien au-delà de la famille, on va bien au-delà du seul domaine de la famille, mais d'un système de domination qui structure à peu près toutes les sphères de l'existence. Marx disait « Les femmes sont utilisées comme armes industrielles de réserve dans l'économie capitaliste, insérées dans les périodes d'expansion économique, mais expulsées en période de récession ou de crise. » Et ça, c'est évidemment ce qui va se vérifier tout au long de l'histoire. De ce fait-là, au fil des siècles, la recherche du profit maximal a conduit le capitalisme à mettre en cause, partiellement du moins, l'autorité paternelle et maritale sur laquelle repose le patriarcat, pour faire des femmes, d'un côté, des travailleuses libres de vendre leur force de travail sans l'autorisation du mari, mais c'est évidemment une insertion partielle, temporaire et tout à fait inégale, puisque, comme on l'a revu, les femmes se situent toujours dans les couches et les fonctions les moins bien payées, sont toujours subordonnées, intègrent de manière tout à fait hallucinante des secteurs dits féminins, des services, de la reproduction sociale,
comme une espèce de prolongement des fonctions que l'on leur fait exercer au sein de la famille. Alors, la question un peu qui quand même nous est posée par là, et qui oblige un petit retour en arrière, c'est je crois que les débats ont un peu tranché, c'est-à-dire que oui, aussi loin que l'histoire puisse remonter dans ses sources, qui ne sont pas toujours écrites, donc qui sont évidemment sujettes à interprétation, mais aussi loin que l'on puisse remonter, il y a une place subordonnée assez rapidement qui est faite aux femmes dans la société. Mais cette place subordonnée, d'abord, elle n'a pas une évolution linéaire, ça ne se fait pas partout de la même manière. Quand je dis c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un préalable où tout va bien et tout se détériore, ni tout se détériore au même rythme, ni pour les mêmes raisons. Évidemment, on est aussi dans un cadre où on fait des hypothèses, bien sûr, parce que tout n'est pas totalement vérifiable, mais il va quand même, il semble qu'il y ait quand même un accord assez global pour estimer que cette place de subordination qui va être octroyée aux femmes, qui va être imposée aux femmes, elle est liée à leur fonction reproductrice. Et ça, d'aussi loin que l'on arrive à le remonter. Pas parce que ce serait mal en soi, on pourrait même estimer qu'à plein de moments, ça a pu être sacralisé, mais parce que ça a constitué un empêchement assez rapidement quand il a fallu développer un certain nombre de tâches. Tout ça vraiment en comprenant que ça s'est fait au fil de l'eau. Et donc il n'y a pas un plan prédestiné avec une analyse qui dit la femme physiquement, structurellement et physiologiquement a l'air d'être plus faible, donc elle va être subordonnée. C'est l'activité et le développement de l'humanité qui vont la mettre dans cette situation de subordination autour de sa fonction reproductrice, en essayant d'aller évidemment assez vite là-dessus, mais quand même parce que ça donne des clés, je trouve, de compréhension. Quand vont commencer les grandes chasses au gibier, qui évidemment s'étalent dans le temps, dans le temps, exigent des courses, exigent une position, une situation physique importante et sur un long cours, la situation de grossesse ou d'allaitement n'est pas tellement adéquate à cette situation. Et on va avoir d'une certaine manière une première division du travail, qui n'est pas, je le répète, théorique, mais qui va s'adapter à ce moment-là. Le problème de cette adaptation, qui ne part pas d'une analyse genrée en fait, de la capacité entre les hommes et les femmes, mais plutôt d'un contexte. Le problème, c'est que de cette situation va petit à petit, sur cette situation, se développer un monopole qui n'est pas évidemment anodin, qui est le monopole de la fabrication et de l'utilisation des armes par les hommes. Et donc, ces inégalités, clairement, elles vont se développer bien avant l'apparition des classes sociales. Il y a un peu une illusion, Engels avait évoqué que les rapports entre les sexes sont plus égalitaires dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, et la position des femmes s'aggrave avec l'émergence de la stratification sociale, de la propriété privée, de l'agriculture et de l'État. Et en soi, même s'il a été beaucoup critiqué là-dessus, en soi, l'histoire ne démontre pas non plus totalement qu'il avait tort sur cette appréciation. Alors, pas une appréciation très angélique, mais l'appréciation des conditions de vie de l'humanité à ses premiers balbutiements est quand même tout à fait précaire et soumise à tous les aléas de la planète. Mais en revanche, il a été beaucoup critiqué et il semblerait quand même plutôt que son analyse, peut-être un peu à la serpe, était quand même la plus élaborée et la plus juste sur cette division qui va arriver dans les tâches, dans la société, et mettre les femmes dans cette position de subordination. La situation des femmes, elle se détériore à partir du
à partir de plusieurs moments qui sont, je le dis encore, pas concomitants selon les coins du monde. Mais disons qu'à partir du moment où les États se mettent en place et qu'il s'agit de les défendre, ils font des combattants. Et les hommes ayant déjà pris le monopole des armes, ces combattants vont être majoritairement des hommes, moins parce qu'ils ont pris le monopole des armes que parce qu'il faut des combattants, et donc pour avoir des combattants, il faut des naissances, et il faut des femmes disponibles à assumer ces tâches de reproduction. Ce qui va poser évidemment une énorme pression sur les familles et sur la manière dont les familles vont se structurer et dont la femme va devenir évidemment un objet de marchandage où le mariage va jouer un rôle absolument fondamental. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que bien sûr la famille elle reproduit, mais avant que c'est pas la base, ça va pas être la famille, la base ça va être la défense de l'État. Et cette défense de l'État, avec la reproduction des tâches et la subordination qu'elle va impliquer, elle va trouver, l'État ne peut pas, de son sommet de classe dirigeante, avoir un contrôle. Elle va devoir trouver donc une instance, une cellule, un noyau au plus près pour mettre en place ce contrôle. Et ce contrôle-là, avec cette répartition des tâches, cette division du travail, cette subordination des femmes à des fonctions, notamment la fonction reproductrice, elle va être assurée par la famille. Et donc c'est quand même un peu important de le comprendre parce qu'évidemment il y a la famille, la petite cellule, et puis il y a l'État avec tous ses moyens répressifs. Cette question-là, alors comment le patriarcat et le capitalisme vont renforcer conjointement l'oppression des femmes. D'abord, le capitalisme, il va saper la base de la production domestique, donc il va un peu balayer tout sur son passage, c'est-à-dire que ce qui pouvait relever un peu de ce qu'on dirait une démerde, un peu dans les familles pour survivre, ça va évidemment être balayé d'un revers de main, puisque tout ce qui était produit par les femmes dans le foyer va être fabriqué industriellement et vendu pour beaucoup moins cher sur les marchés, mais également embaucher en masse les femmes à l'usine pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre. Et donc la nouveauté du capitalisme pour les femmes, c'est ce travail salarié. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une nécessité, pour le capitalisme, de maintenir les femmes au foyer, de maintenir à des moments, de maintenir cette oppression? Pourquoi il y a besoin de continuer à exercer cette pression? Et quelle est par là même la fonction des violences et des violences sexuelles dans cette pression qui est maintenue? En fait, le capitalisme, il va se construire sur les fondations et les modes de production précédentes, avec tous les préjugés et les idées préexistantes. Les patrons, ils ont pu utiliser les préjugés sexistes à leur avantage, en donnant aux femmes des tâches plus ingrates, moins bien payées, dans des emplois plus précaires, à mi-temps, mises souvent en concurrence directe avec les hommes, utilisées pour casser des grèves, ou bien parce qu'elles étaient désespérées de trouver du travail. Et donc, ils vont se servir de cette oppression pour diviser et en se faisant accentuer les oppressions et l'exploitation sur l'ensemble de notre classe sociale. Donc, mais en même temps, il faut comprendre cette contradiction, mais qui est le propre quand même du système capitalisme, c'est qu'il donne la possibilité aux femmes de s'émanciper en leur donnant une position la même que les hommes, théoriquement, celle de salariés, mais il va aussi faire en sorte qu'elles soient largement maintenues dans une dépendance. C'est ça les contrats de merde, c'est ça le salaire d'appoint qui fait qu'elles resteront toujours, ils tentent de les maintenir dans cette situation de dépendance et en ce sens-là ne perdent pas de vue le fil tel qu'il avait été donné de maintenir les femmes dans une situation subordonnée. Alors c'est pourquoi, en partant de là, pourquoi la question du féminisme et de la lutte des femmes, elle doit être, on veut la lier intrinsèquement à la lutte de la classe, aux luttes de la classe ouvrière. D'abord, pas parce que la classe ouvrière, elle serait le mieux à même de comprendre ces combats,
pas parce que la classe ouvrière, elle serait exempte de tous les préjugés, du machisme, elle serait exempte y compris des violences sexistes et sexuelles, mais parce que à partir du moment où le système capitaliste a décidé de faire reposer toute sa vie, tout son développement sur les épaules de la classe ouvrière, elle seule est à même, dans son ensemble, hommes et femmes, de saper les fondements du capitalisme et donc du patriarcat. Et comprendre ça, c'est ça le choix qui fait qu'une classe sociale aujourd'hui, qui est majoritaire, qui a entre ses mains tout le fonctionnement du système, de ce qu'il y a de pire, mais comme de ce qu'il y a de meilleur dans notre société, a le pouvoir aussi de dire à un moment donné, on s'arrête. Mais pour s'arrêter, il faut que cette classe, elle soit unie. Il faut qu'elle soit unie. Et les femmes ont été, évidemment, utilisées par le capitalisme pour diviser notre camp social, pour lui donner des armes supplémentaires de division, parce que c'est pas que les femmes qui divisent la classe ouvrière, c'est ses postes, c'est ses salaires, c'est les différents grades, c'est les différents contrats, les différents statuts. Donc il y a plein de choses, les orientations sexuelles, l'origine géographique, la religion. Donc la classe ouvrière, quand on veut lui péter la gueule, le capitalisme, le patronat a eu 1001 armes. Mais la subordination des femmes, ce grain qu'il a mis dans la machine, il est en même temps pour nous une énorme force. Une énorme force si on arrive à travailler à l'unité et à ne pas décrocher des luttes de la classe ouvrière. Quand on dit des luttes de la classe ouvrière, c'est aussi avoir des réflexes de classe. Parce que souvent il est dit, est-ce que l'on... J'y reviendrai après dans la discussion. Est-ce que l'on défend toutes les femmes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est juste qu'une femme qui n'est pas de la classe ouvrière se fasse copieusement insulter par son genre ? Non, bien sûr, ça ne l'est pas. Mais la question n'est pas celle-ci, ça c'est prendre par le petit bout de la lorgnette. La question est-ce que même les combats féministes méritent que l'on défende la question de nos mobilisations, de nos grèves, la question de reprendre en main nos affaires. Et est-ce que les femmes, qui sont aujourd'hui majoritairement salariées, elles n'ont pas un rôle de premier ordre dans ces batailles-là que l'on mène ? Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, comme je le disais tout à l'heure, que Clara Zetkin va vraiment pas de cette manière-là, et pas avec les 100 ans supplémentaires que l'on a par rapport à elle, d'histoire et de combats ouvriers et d'ouvrières, mais c'est quand même quelque chose qu'elle va définitivement trancher, parce qu'évidemment, l'avenir de l'humanité repose sur la classe qui a les moyens de renverser ce système qui aujourd'hui nous exploite et nous opprime. Et notre féminisme, le féminisme que l'on tente d'élaborer déjà, parce que c'est pas évident, d'élaborer, de défendre, de mettre en œuvre, il est l'héritier de ces combats-là. Il puise son héritage, ses réflexions d'aujourd'hui dans ces combats et ces réflexions qui ont été menées. Et pour nous, c'est évidemment un même système à abattre. Ça va sans dire. Parce que après la Révolution, mécaniquement, les préjugés, tout ce qui a fait qu'une classe s'est construite au fil des générations, vont pas disparaître en un tour de main. Et donc, cette bagarre contre la subordination des femmes, elle sera aussi devant nous après la Révolution et jusqu'au communisme et une société sans classe. Je voudrais, juste pour terminer et pour ouvrir la discussion, poser 3 petits éléments dans le débat. Je le fais de manière un peu autoritaire, dans le sens où j'ai choisi toute seule, et bien sûr, après, on verra comment le débat s'organise. D'abord, sur la question des violences sexistes et sexuelles, parce que c'est depuis 10 ans, et depuis MeToo, une question qui évidemment occupe les débats, occupe le devant de la scène, et il faut le dire tout net, mais tant mieux. Tant mieux que les violences sexistes et sexuelles puissent s'exprimer, puissent en tout cas être connues d'un large public, et leur ampleur
parce que des femmes ont quand même pris un peu le taureau par les cornes, je ne sais pas si l'expression est appropriée, et dire ce qu'elles subissaient. Et parce qu'elles y ont été aussi aidées. La question, donc ça occupe beaucoup de discussions. Et d'abord, il faut bien voir qu'il y a un énorme décalage entre ce qui publiquement s'exprime, notamment par les personnalités, et ce qui peut aujourd'hui s'exprimer réellement par les femmes, et notamment les femmes ouvrières, mais honnêtement pas que, d'ailleurs il n'y a pas de chiffres de différenciation là-dessus. Mais les chiffres sont quand même très parlants, très accablants aussi d'une certaine manière, mais surtout la plupart du temps, le peu de femmes qui osent porter plainte se voient refoulées. Et donc les plaintes n'aboutissent pas. Derrière les pélicots, il y a des dizaines, sur probablement des centaines de jeunes femmes, de jeunes filles qui ne voient jamais leur plainte aboutir. Mais donc je pense qu'il y a un caractère vraiment positif dans le fait que ça puisse s'exprimer et que l'on puisse en mesurer l'ampleur, non pas pour dire mais quelle horreur, parce que le système capitaliste génère chaque seconde des violences par la guerre, les violences sociales, les violences au travail. Ce système capitaliste est un système fondé sur la violence. Et donc celle-ci se noie, j'ai envie de dire. Mais elles ont été très longtemps masquées. Mais elles reposent parce que ce débat-là est porté par des organisations très liées aux institutions, des organisations qui ne font pas le choix de penser que pour sortir de l'ornière, il faudra faire la révolution. Ces organisations ont largement aussi remis sur le devant de la scène des débats qui sont des débats plutôt des années 70 sur le fait, guerre des classes, guerre des sexes contre guerre des classes. Et nous, ce débat-là, il faut qu'on l'assume, qu'on l'affronte, parce qu'il se résout de deux manières. Soit il se résout par les cadres un peu plus traditionnels du mouvement ouvrier en n'en parlant pas, ou en faisant comme si tout ça n'existe pas, on fait un petit peu comme d'habitude. Soit il se résout dans des milieux plus dits du féminisme radical, qui peut aussi se revendiquer du postmodernisme. Il se résout avec clairement une approche de guerre des sexes. Qui évidemment ne pose pas du tout le débat sur un terrain de classe et qui peut avoir des incidences, y compris dans les organisations telles qu'on les construit aujourd'hui. Donc ça, c'est la première discussion. Je pense qu'il faut qu'on en ait. La deuxième, je ne sais pas si c'est vraiment une discussion, mais peut-être un peu quand même un éclairage, puisqu'il y a quelques années, l'Argentine a été secouée par des mobilisations de masse, des mobilisations populaires de masse, pour obtenir la légalisation du droit à l'avortement. Avec, là encore, des chiffres tout à fait effrayants du nombre de femmes qui mouraient chaque année, qui meurent toujours. Cette situation, elle était liée inextricablement avec les violences sexistes et sexuelles que subissait une très large frange de la population des femmes en Argentine. Mais cette question-là, aujourd'hui, la loi, elle ne peut pas être appliquée dans maints endroits parce que les services publics sont pétés en deux, parce que les entraves, y compris sur les médecins, sont extrêmement fortes, parce que les entraves sur les femmes elles-mêmes sont extrêmement fortes. La situation de violence n'a que très peu diminué, les violences qui leur sont faites. Et cette lutte-là, cette lutte populaire-là, n'a pas tenté, ou à de très rares occasions, de rencontrer la lutte de l'ensemble de notre classe. Pour que ce soit pris en charge, non pas par une poignée de parlementaires qui auront mis des décennies quand même à réussir à voter, et ça s'est fait à une poignée quand même d'écart de décalage, et l'ont basé sur un terrain purement
institutionnelle. Ça me fait penser ce qu'elles ont gagné est fondamental, mais toute l'application, toute l'égalité, toute la fin des violences, on est très très loin du compte. Et enfin, dernier élément, c'est sur nous. Vous savez qu'on participe à tous les cadres unitaires qui se tiennent sur ces questions de préparation du 8 mars, mais c'était aussi du 25 novembre, c'était aussi de septembre. Pourquoi le faire ? Je conclurai là-dessus. Cette question-là, en fait, parfois, la question des oppressions en général, du féminisme en particulier, elle polarise énormément. Et je pense qu'il faudrait qu'on le prenne, nous, de manière un peu plus en détente. Je m'explique pourquoi. On doit mener sur cette question-là, comme sur toutes les autres, on doit assumer notre orientation. On doit assumer la confrontation avec toutes les organisations du mouvement ouvrier, d'abord parce qu'elles influencent une large part de notre classe, qui doit entendre ce qu'on a à dire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'influence pas aussi le cours des choses, parce que là, sous prétexte de féminisme, on se prépare quand même à une journée où Némésis et Nous Vivrons vont manifester, vont défiler, et ce qui s'exprime en contre ça est très très faible de la part du mouvement ouvrier. Et donc, cette question-là, elle est peut-être devant nous, peut-être à creuser, mais elle est, je crois, absolument fondamentale. Et défendre une orientation de classe, quand on parle de féminisme, ça ne doit pas être plus difficile, on doit le faire de manière assurée que quand on est dans une AG interpro et qu'on défend de continuer la mobilisation et qu'on se prend toute une rafale. C'est pas évident, mais ça doit pas être plus difficile et on ne doit absolument pas fuir tous les cadres de confrontation qui sont ceux aussi de notre camp social.